C'est exceptionnel les amis. Bonjour à tous. Et ben voilà, bienvenue dans l'un des plus beaux pays du monde, l'Islande. C'est ici qu'on va partir aujourd'hui ensemble pour vos nouvelles échappées belles. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ce paysage. Il n'y a pas de mots pour les décrire. J'ai concrètement l'impression de marcher sur la Lune. Et je peux vous dire que même si mon corps n'est pas en apesanteur, mon esprit, lui, il est complètement parti. J'ai cette sensation incroyable d'être sur une autre planète. Ce pays, on va aller le visiter ensemble par le nord, du lac de Mývatn où je me trouve actuellement, jusqu'au fjord du nord-ouest, une Islande un petit peu plus reculée. Mais en tout cas, c'est une partie très authentique, où bat encore le cœur de l'Islande, un petit peu moins touristique que le sud du pays. Il faut savoir que chaque année, il y a 2 millions de voyageurs qui viennent ici, dans ce pays de 360 000 habitants. Et moi, j'ai décidé de vous emmener découvrir cette partie où on va voir des volcans, des chutes d'eau absolument extraordinaires, mais aussi des glaciers. Bref, cette Islande de terre et de feu qui fait rêver des millions de voyageurs. Anton? Hey Ismaël! Salut! Enchanté Anton! Nice to finally have you. Ravi de te rencontrer en haut de ce cratère. Eh oui, c'est génial. Merci pour le lieu de rendez-vous, c'est parfait. Avec plaisir. Et tu sais, je savais que c'était toi qui m'attendais ici, grâce à ton pull islandais. Ça, c'est vraiment un pull typique d'ici, non? On porte tous ce type de vêtements. C'est très agréable. Ça protège du vent et c'est aussi performant que ta veste technique fantaisiste. C'est efficace depuis des centaines d'années. Et toi alors, tu es né ici? J'habite dans le village en contrebas. D'accord, là-bas. Et le volcan est juste à côté. Il y a beaucoup de volcans ici. C'est une réserve naturelle. Tu es vraiment un enfant des volcans d'une certaine manière. Oui. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, il est juste parfait, Anton. Et avec les femmes et les hommes qui m'attendent sur mon chemin, c'est exactement ça qu'on va essayer de comprendre. Quel est le bonheur qu'ils ont à vivre ici et puis comment ils font pour préserver cette nature exceptionnelle, ce joyau islandais. Alors, tilbúin til ævintýri. Pareil pour l'aventure, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est bon. Oui, tu l'as très bien dit. Merci. C'est parti les amis. Tilbúin í ævintýri. Tilbúin í ævintýri. En Islande, un voyage différent. C'est ici, dans cette baie, que je me sens le plus en harmonie avec moi-même. Et oui, il y a quelque chose de magique ici. Cette zone est très active. Ça évolue constamment. C'est en ébullition partout. La boue peut atteindre 80 à 100 degrés. Ismaël Khelifa, Je pense que la meilleure des choses quand on vit en Islande, c'est cette proximité avec la nature. entre chaud et froid. L'eau est à environ 38 degrés. Cela est dû à l'activité volcanique de l'île et à son magma. L'Islande, c'est une invitation au rêve. Ce qui m'a le plus étonné ici, c'est les montagnes. Comme elles sont grandes et hautes. Mais quand je grimpe en haut, j'ai l'impression d'être sur le sommet du monde, comme une star. Faut le vouloir d'habiter là. En pleine conscience. Je suis tellement impressionnée par les baleines. J'espère qu'il va en rester beaucoup sur la planète. Je leur souhaite bonne chance. Plus qu'un simple voyage, Mais bon, c'est quand même vraiment l'aventure. Et moi, j'adore ça, quoi. C'est juste génial. une échappée qui se partage. Ça me rend vraiment heureux d'être près de ces côtes, dans ces fjords. Mais je suis encore plus heureux quand je suis dans l'eau. Avec toi. Merci. Joli point de vue, hein. Ah ouais, c'est hallucinant. En regardant ce paysage, Anton, moi la question que je me pose, c'est comment est-ce que tout ça s'est formé? Ce cratère, ce champ de lave Il y a 3500 ans, ce cratère s'est formé lorsque l'eau et le magma sont entrés en fusion, ce qui a créé une forte explosion. Depuis, d'autres éruptions ont eu lieu ici de 1975 à 1984. Mais ça c'est hallucinant parce que ça veut dire que cette région de Mývatn, si je comprends bien, on est sur un livre ouvert sur l'histoire géologique de la Terre et on le vit en direct, quoi. Il y a 7 types de volcans dans le monde. Certaines personnes parcourent tout le globe pour les voir. Mais là,
Dans un rayon de seulement 40 km, nous avons les 7 types de volcans. Ah oui, voilà. Bon bah tout est dit alors. J'ai lu avant de venir ici que les astronautes qui ont marché sur la Lune, la mission Apollo en 1969, avant de partir, s'étaient entraînés ici. Tout à fait. C'était la première fois de l'histoire que l'homme allait sur un astre. Et ils ont étudié une centaine de kilos de rochers sans savoir si c'était les mêmes que sur la Lune. Il faut que je te montre quelque chose. J'ai eu la chance de rencontrer ces astronautes. Ils sont revenus ici pour fêter le 50e anniversaire de la conquête lunaire. Voici Neil Armstrong. Ils en ont aussi profité pour pêcher dans le lac, aller au bar, danser, en compagnie des habitants. Mais c'est vrai que je comprends qu'ils se sont entraînés ici parce que quand tu vois les photos d'eux sur la Lune, tu retrouves les mêmes conditions qu'ici, quoi. Il ne te montre que le casque. C'est agréable de marcher sur ce sol de lave, c'est très moelleux, je trouve. Oui, c'est doux. Et c'est ça ta voiture? Oui. Mais elle est énorme, regarde. J'arrive à peine à hauteur du rétroviseur, c'est dingue. Ah, par contre, c'est très confortable. Hein. Je suis étonné de voir des arbres autour de nous là. Oui, c'est une forêt typique islandaise. Avec un arbre ici, puis un autre là. On a une devinette en Islande. Que fais-tu si tu es perdu dans une forêt islandaise? Je ne sais pas. Tu te mets debout. Ah oui, d'accord. Donc ça dit à quel point les arbres ont du mal à pousser sur cette île. Nous y sommes. Il y a une odeur d'œuf pourri ici. Ah, ça sent le volcan. C'est hallucinant cet endroit parce que avant on était sur la Lune et là on est sur la planète Mars et on a fait seulement 10 minutes de voiture et le décor est absolument différent. C'est la chaleur du sous-sol et la chimie du lieu qui donnent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est génial! C'est génial ça! Et quand tu es dans la fumée, il fait chaud, humide, enfin, c'est comme si tu étais dans un sauna. Et là d'un coup il y a le vent et il fait très froid. Oui, c'est comme une machine à vapeur naturelle. Cette zone est très active. Ça évolue constamment. C'est en ébullition partout. La boue peut atteindre 80 à 100 degrés. Regarde comme ça remonte à la surface. Hallucinant. C'est hallucinant. Ici, nous savons au plus profond de nous que la nature est la patronne. On est minuscule comparé à elle. Dans cette zone, il n'y a aucun arbre comme vous pouvez le voir. Et ça n'était pas le cas quand les Vikings sont arrivés. À l'époque, cette terre traversait une période plus chaude qu'aujourd'hui. Il y avait une immense forêt qui s'étendait de la montagne jusqu'à la mer. On va aller marcher là-bas, sur la partie centrale du glacier.
C'est vraiment unique, différent de chez nous en Grèce. C'est comme être sur une autre planète. C'est extraterrestre. C'est incomparable. C'est ce qui est vraiment dingue en Islande. C'est parti! Beaucoup de films ont été tournés ici et ça se comprend. Interstellar, Batman Begins, Game of Thrones, c'est logique. Une terre de glace et de feu. Le deuxième glacier d'Europe, plus de 8000 km², s'est formé sur un volcan. Vous pouvez vous approcher. À haut cours et guide sur le dos du géant. Quand le volcan entre en éruption, la cendre se dépose sur la neige. Et puis il neige encore. Et puis il y a une autre éruption. Si vous regardez là-bas, vous voyez les rayures noires. Eh bien, c'est la cendre. Pendant le petit âge glaciaire, à partir du XIVe siècle, les glaciers se sont développés. Et depuis 1900 et la révolution industrielle, ils reculent. Le grand-père de ma femme, quand il était enfant, allait chercher les moutons dans la montagne. Le glacier était un peu plus haut que cette falaise derrière moi. Avec les crampons, il faut marcher comme John Wayne, comme un cow-boy. Commencez à marcher lentement et vous trouverez votre pas. Les pyramides que vous voyez partout, vous voyez, c'est de la glace en dessous. Elles se forment lorsque le soleil sort et qu'il fait fondre la surface du glacier. Ce qui veut dire que si nous étions en hiver, vous marcheriez environ à 1 mètre au-dessus du sol. J'aime me dire que c'est les maisons des elfes. Ils arrivent avec l'été et repartent pour l'hiver. Marcher dans cette immensité blanche, c'est incroyable. Je suis déjà allée au Mont Blanc, mais là c'est autre chose. Ce n'est pas pour rien que c'est l'un des plus grands glaciers d'Europe. Seulement, depuis les années 30, des icebergs se détachent du glacier. Un phénomène dû au réchauffement climatique. Depuis, le recul du glacier crée un immense glaçon. En France, il y a le lac d'Annecy. Il s'est formé avec la fonte des glaciers des Alpes. Ici, c'est pareil. Aujourd'hui, même s'il se forme toujours autant de glace durant l'hiver, elles font de plus en plus pendant l'été. C'est pour cela que les glaciers reculent actuellement. L'été, la glace fond, l'eau circule dans le glacier, les rivières grossissent jusqu'à former des grottes de glace. Il y a des choses emprisonnées dans la glace, comme interrompues dans le mouvement. On dirait des aliens. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Quand la neige se comprime et devient glace, elle emprisonne l'air. Donc c'est des bulles d'air. Oui, c'est l'air qui était dans l'atmosphère il y a 100 000 ans, ce qui est approximativement l'âge du glacier.
c'est bien ce que je pensais. J'entendais le bruit qui devenait de plus en plus fort tout à l'heure. Et je me disais, c'est sûr que c'est une énorme chute d'eau. Tout à fait. Il y a plus de 100 tonnes d'eau par seconde qui coulent ici du haut de la falaise et qui forment cet arc magnifique. C'est Godaphos, la cascade des dieux. Il y a 1000 ans, elle a pris ce nom quand l'Islande a changé de religion, du paganisme au christianisme. À ce moment, ils ont pris les statues des dieux nordiques et ils les ont sacrifiés dans la cascade. J'ai l'impression que la culture des premiers vikings qui sont arrivés ici, c'est quelque chose qui est toujours très important pour les gens comme toi, même au XXIe siècle. On connaît nos origines. Ici, tout le monde peut se connecter à une application. J'y rentre ton nom ou mon nom et on peut voir tous nos ancêtres. On connaît tous notre arbre généalogique sur 7 générations. Je trouve ça fascinant. En France, c'est inimaginable ça. Bon, en tout cas, je voudrais vraiment te remercier, Anton, parce que ce que j'ai découvert avec toi dans ce début de voyage, c'est à quel point il se crée quelque chose de très spécial avec la nature quand on arrive ici. Il y a une comptine qui me vient en tête quand tu dis ça. Quand le monde sauvage m'appelle, je dois lui obéir. Je ne peux pas savoir ni quand, ni où, ni comment j'arriverai chez moi. Ça décrit très bien ce que je ressens. Merci, Anton. Merci. C'était trop cool de débuter ce voyage avec toi. Merci. Alors là, j'ai rendez-vous au milieu de nulle part, mais vraiment, ça prend tout son sens. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Egil et il m'a dit « Tu me trouveras au bout du chemin qui mène à la mer, dans une petite maison blanche. » Donc je suis très curieux de voir ce que je vais découvrir avec lui. Oh. Incroyable. Oui, là, ça glisse. Pas commode la route. Oh, dis donc. Wow. Wow. Bah, faut le vouloir d'habiter là. Hop là. Olé. Bonjour Egil. Hello. Bonjour. Bienvenue, tu l'as fait? Oui, j'ai réussi. Pour moi, c'était pas simple. J'ai pas l'habitude de conduire un 4x4. Et honnêtement, c'était pas très facile, mais ça va, ça s'est bien passé. Oui, c'est une aventure. Et avant d'être un hôtel, c'était quoi cette maison, Egil? Avant, c'était un entrepôt pour les agriculteurs qui vivaient ici. Pendant l'été, ils venaient pour pêcher. C'était un petit boulot qu'ils faisaient à côté et qui rapportait bien. Voilà à quoi ça ressemblait avant. Ah oui, d'accord. Et toutes les petites barques là appartenaient aux gens d'ici alors? Oui. Et ils partaient directement en mer avec leur bateau. Pas besoin d'aller très loin pour pêcher du cabillaud ou du haddock. Il y a le choix. Ah oui, donc il y a beaucoup de poissons alors dans ces eaux-là.
Oui, et des requins. C'est un endroit prisé pour la pêche aux requins, mais nous on ne va pas le faire. Et puis avec le temps, ça s'est arrêté et l'entrepôt est resté à l'abandon pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'on le rénove et qu'on le transforme en hôtel. Pour moi, tu vois, je suis complètement subjugué par cet endroit. Et là, je me dis que je vais passer la nuit ici. Ça me paraît complètement dingue, tu vois. Et je trouve qu'il y a une atmosphère quand même très spéciale ici, entre ta petite maison, le bruit de l'océan, tous ces oiseaux, les montagnes, enfin... Il se passe vraiment quelque chose de spécial, je trouve. Oui, tu es vraiment connecté aux éléments quand tu vis ici. C'est très calme aujourd'hui, mais en hiver, les vagues peuvent être très violentes. Et tu peux ressentir leur puissance. Certaines vagues vont jusqu'à la maison. Ah oui. Les pierres que tu vois là-bas, c'est à cause des vagues. Ah oui, d'accord, c'est pas toi qui les as posées, elles viennent directement de la plage en quelque sorte, elles ont été amenées par les vagues ici. Oui. Et quand ça arrive, tu es content d'être à l'intérieur. C'est sûr. Viens, je te montre à quoi ça ressemble. J'ai hâte de voir les chambres de l'hôtel, moi. C'est superbe ici. Puis il fait chaud, ça fait du bien. Hein. Quand il fait froid dehors, on apprécie de venir dans un endroit chaud. C'est ma place préférée. Je comprends, ça a l'air très confortable. Alors voici ta chambre. Waouh, super. On dirait une petite cabine de voilier. On peut voir des baleines des fois par la fenêtre? Ah ça, je ne peux pas te le promettre. Mais si tu restes patient, c'est possible. On croise les doigts. Et tu dors ici toi aussi alors? Tu habites dans l'hôtel? J'habite dans la ville à côté, Husavik. D'accord. C'est à 15-20 minutes en voiture. Alors ce soir, tu seras vraiment tout seul, ça te va? Ah, il n'y a pas d'autres clients? L'hôtel est vide pour l'instant? On vient juste d'ouvrir la route pour la saison. Donc c'est un peu comme si tu faisais une retraite en solitaire. Bon, bah ça va être une sacrée expérience, ça, j'ai l'impression. Je t'apporte un peu de thé. Avec grand plaisir. Merci Egil. J'écrivais un peu mes impressions dans mon petit carnet parce que c'est vraiment un endroit, je trouve, fait pour les écrivains voyageurs ici. Oui. Et c'est un endroit parfait pour terminer d'écrire un livre. Et toi, est-ce que tu es né ici, Egil? Non, je viens du sud de l'île, d'une autre grande ville qui s'appelle Selfoss. Tout près de Reykjavik. C'est dans la partie sud du pays, celle où 75% de la population vit. Et oui, parce que, comme tu le dis, il y a 3/4 des Islandais qui vivent à Reykjavik, la capitale, ou dans sa région. Et alors pourquoi des gens comme toi, un jeune homme comme toi, décident de vivre dans ces parties plus reculées du pays? Je pense que la meilleure des choses, quand on vit en Islande, c'est cette proximité avec la nature. Tu peux vivre dans un lieu où tu peux te sentir vraiment libre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de venir vivre dans cette partie de l'Islande, et en particulier dans une petite ville. Et aussi, comme j'ai un enfant, ça rend la vie beaucoup plus agréable. Et j'ai remarqué qu'Husavik attirait une population de plus en plus jeune. Et ça, c'est dû aux nouvelles possibilités qu'offre le télétravail. Je te propose d'aller faire un tour et de découvrir Husavik. Allez, on y va. Ça marche. J'ai laissé mon petit carnet là, vu que je suis tout seul cette nuit, personne ne va me le voler.
Alors, comment trouves-tu Husavik? J'adore, tu vois, Egil, parce que pour moi, c'est vraiment le petit village de pêcheurs islandais tel que je me le représentais, tu vois. Oui, c'est le vrai village de pêcheurs. Ici, on est pêcheurs de père en fils. Certaines familles sont installées dans cette baie depuis plus de 100 ans. Certains ne font que de la pêche, mais parfois ils font aussi de l'observation des baleines. Ce sont souvent d'anciens pêcheurs à la retraite qui le font. Et durant la pandémie, lorsqu'il n'y avait pas de touristes, certains ont utilisé leurs bateaux d'observation pour pêcher à nouveau. Ok, d'accord. Et comme tu vois, il y a beaucoup de bateaux pour aller observer les baleines. Le bateau rouge, lui, va très vite. Et puis, il y a les bateaux en bois traditionnels. Devant nous, c'est celui qu'on va prendre demain. Ok. Alors, j'imagine que tu vas moins facilement sur les baleines, mais sincèrement, je trouve ça beaucoup plus romantique, aventurier. Enfin, ça me fait beaucoup plus de prendre ça, moi. Tu peux regarder quel est l'état de la marée à Grimsey? Elle sera basse à 15h20. Le capitaine navigue dans les eaux de l'Arctique. Cap vers le cercle polaire, au-delà du 66e parallèle, vers l'île la plus au nord de l'Islande, Grimsey. Avant, ici, il y avait de la banquise qui nous protégeait du vent. Quand il venait du nord, la mer était calme, comme aujourd'hui. Maintenant que la glace a disparu, quand il y a le vent du nord, on a des vagues de 5 à 6 mètres qui arrivent d'un coup. On aperçoit déjà un peu Grimsey. Le cercle polaire traverse l'île. Le ferry fait vivre l'île. Il amène les touristes téméraires et le ravitaillement. L'hiver, il vient 2 fois par semaine et tous les jours en été. Hello! Bienvenue sur le sommet du globe. Merci, enchanté. Bienvenue à Grimsey. Je vous attendais pour la visite. Comment s'est passée la traversée? Bien. Pas trop agité? Non, la mer était calme, il n'y avait pas de vagues. Oh, c'est super ça. Je m'appelle Atla et je serai ton guide pendant ton séjour sur l'île. Atla a choisi Grimsey. Originaire du sud de l'Islande, depuis presque 25 ans, elle fait partie de la vingtaine d'âmes qui peuplent l'île toute l'année. L'été, elle guide les touristes qui débarquent du ferry pour franchir le cercle polaire. Les gens se méprennent. Ils croient qu'ici, on vit sous la neige et la glace tout l'hiver. Mais non. Ce qui est difficile l'hiver, c'est les tempêtes. Ça peut être très intense. Et on n'a rien pour s'abriter. Et surtout, on a 24 heures de nuit noire pendant tout l'hiver. Je vais mettre mon bonnet. Il fait froid en se rapprochant du cercle polaire. Oui, c'est vrai. On va bientôt s'arrêter pour regarder les macareux. Ils sont tellement mignons. Les macareux, ce sont mes oiseaux préférés. Ils ont du caractère. Ils sont si polis. Lorsqu'ils atterrissent dans un quartier qui n'est pas le leur, ils s'excusent avant de regagner leur domaine. En juin et en juillet, cette île devient véritablement comme dans les oiseaux d'Hitchcock. Ils sont partout. Si tu ne fermes pas les fenêtres, ils entrent dans la maison des habitants. Ils reviennent tous pour l'été pour faire naître leurs bébés. On se rapproche du cercle polaire. La vue est incroyable. Et ça change tout le temps. Parfois, on ne voit pas les montagnes de l'Islande pendant des semaines. Alors parfois, vous ne voyez rien, personne.
Oui, rien. Vous êtes juste seul. Oui. Mais c'est très agréable. Moi, j'adore ça. Mais c'est pas pour tout le monde. La dernière fois que je suis allée en face, sur la grande île, c'était il y a 5 mois. Je n'avais même pas réalisé. Mais le temps s'envole quand je suis là. Même si cet hiver j'étais dans le noir, dans la tempête et le mauvais temps, le temps s'envole. On s'approche. On s'approche. Tu vois le trou? Ça t'indique l'endroit où passe le cercle polaire qui traverse l'île. Avance. Encore un peu. Ici? Ça y est, tu es dans l'Arctique. Bravo, tu y es. Là. Oui, tu es dans l'Arctique. Quelles sont tes impressions? C'est l'inconnu pour moi. On voit juste des nuages et la mer. C'est incroyable. Je n'ai pas les mots. Je suis totalement subjugué. Quand tu vis dans une aussi petite communauté, il faut être capable de faire plusieurs boulots. Tout ce que l'on fait doit avoir du sens. Tout ce qu'ont fait mes voisins et moi, c'est pour que la vie fonctionne sur l'île. On est dans le générateur qui fournit l'électricité pour toute l'île. Je viens tous les jours pour vérifier que tout fonctionne correctement. Le niveau d'huile, le chauffage, vérifier que tout se passe normalement. Sur Grimsay, la principale activité reste la pêche. L'île est peuplée depuis le Xe siècle, car ici, il y avait de quoi se nourrir dans les eaux et dans les airs, avec de la viande et des œufs de macareux. Tu comptes repartir demain et revenir pour le week-end? Oui, oui. Une fois par mois, toute l'île se rassemble pour échanger sur leur vie du bout du monde. C'est notre dernier arrivé. C'est un pêcheur. Il vient d'acheter une maison ici et on est très heureux de l'accueillir. Quand j'ai vendu ma maison à Reykjavik, je me suis dit que je faisais quelque chose de complètement fou. Aller à Grimsay, acheter une maison et vivre ici. C'était une idée folle, mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ça y est, je suis redescendu à la maison des Gill. Voici donc la maison où je vais passer la nuit. C'est beau, hein? Avec ma petite chambre ici au fond. Regardez la jolie clé des Gill. C'est une petite baleine. La preuve qu'on vient vraiment à Húsavík pour voir ça. Voilà. Super. Y a quelqu'un? Bon, sincèrement, j'espère qu'il n'y a personne. Allez, je vais aller dans ma chambre. Hey! Bonjour! Good morning. Good morning. Ça va? Ça va bien. Ouais. Salut mon grand. Comment il s'appelle ton fils? C'est Valoš. Valoš. Salut Valoš. C'est comme ça qu'on dit en France. Ah, comme ça? Did you have a good night? Tu as passé une bonne nuit? Très courte nuit. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'était génial. Et tu as vu des baleines? Non, aucune. J'ai regardé à chaque fois que je me suis réveillé et j'ai pas vu de souffle
ou quoi que ce soit. Tu as tenté d'aller nager dans l'océan? Non, ça par contre j'ai pas osé. Mais tu y vas des fois, te baigner toi? Oui, on fait ça très souvent. Mais c'est un peu frisqué à cette période de l'année. Elle doit être à 5 degrés probablement. Mais à Húsavík, il y a un endroit chaud. Ce sont des sources chaudes. Et je me demandais si tu voulais m'accompagner pour bien commencer la journée. Ah bah carrément, c'est une super idée. Et Valour vient avec nous? Oui, il nous accompagne. Cool, c'est bien ça. Parfait, allons-y. Ça fait du bien là d'être dans l'eau. Hein. C'est le bonheur d'être là. Elle est à quelle température là, l'eau? L'eau est à environ 38 degrés. Cette eau chaude provient naturellement du sol. Cela est dû à l'activité volcanique de l'île et à son magma. Et comme nous sommes tout proches de la mer, l'eau chaude est... C'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. Et tous les Islandais passent beaucoup de temps comme ça dans les sources d'eau chaude. C'est un endroit où vous allez en famille avec vos parents, vos enfants, vos amis. Ici, on vient après le travail pour se détendre, boire un verre. Et bien sûr, c'est un super endroit pour les enfants, pour qu'ils se dépensent un maximum. Et puis tu sais, ici, l'après-midi, on vient aussi se mettre à jour sur les derniers potins du village. Oui. On rencontre plein de monde et on discute. Donc c'est le secret de ton calme et de ton sourire alors, Egil? Oui, peut-être. C'est vrai que je passe beaucoup de temps ici. Et comme tu le vois, c'est difficile d'être stressé ou inquiet, ou même en colère quand tu es dans cette eau. C'est difficile quand tu y penses. Tous les soucis s'en vont au loin. Allez, on grimpe sur le bateau. Welcome. Bonjour. Hi. Bonjour, enchantée. Welcome. Nice to meet you. Welcome. C'est une amie à toi, Hult? Oui, on a travaillé ensemble sur les bateaux d'observation des baleines. Et aujourd'hui, ce sera assez différent car tu vas découvrir un instrument de méditation, le gong. C'est un voyage en douceur et en immersion avec la nature. Et j'espère qu'on verra des baleines. Oui, j'écoute. Prêt à partir, on va quitter le port d'Húsavík. Qu'est-ce qu'on doit chercher alors quand on part en mer pour trouver des baleines? Il faut se chercher un point de repère entre le bateau et l'horizon. Quelque part entre les deux. Et on guette un souffle. Il faut aussi chercher un dos noir. Et l'aileron. Et il faut vraiment avoir les yeux partout. Parce qu'on ne sait jamais où elles vont sortir. Ah, là-bas. Ah ouais, là, devant. C'est un petit rorqual. Ouais, regarde ça comme c'est beau. Si beau. Yes. Ah, je suis trop content. Et si on allait en haut pour avoir une meilleure vue? Ok. C'est la meilleure place sur le bateau. Ah,
Ça va, Egil? Ton petit garçon, il a pas trop froid? Oh non, il est bien trop concentré à chercher les baleines. Et à mon avis, il oublie qu'il fait froid. Excuse-moi. C'est le petit rorqual qu'on a vu tout à l'heure? Oui. Et on prend des photos pour arriver à les identifier. On récolte un certain nombre de données sur les différents spécimens. Ça nous permet aussi d'élaborer un catalogue basé sur toutes ces caractéristiques. Et ces baleines, elles viennent d'où et pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent comme ça pendant la saison dans cette baie en particulier? Elles viennent d'abord ici avant de partir dans les eaux chaudes tropicales pour se reproduire. Et en été, elles arrivent dans cette zone. Elles viennent pour se nourrir car les eaux d'ici sont riches en poissons. Et c'est toujours émouvant de voir ces animaux si majestueux. Ça met une ambiance vraiment très spéciale dès que tu commences à jouer. Oui. Et ce rapport au son ne se fait pas uniquement avec nos oreilles. Ça passe aussi par le corps. C'est fait pour se connecter à son corps. Et pourquoi tu joues du gong, toi, alors? Qu'est-ce qui t'a motivé à adopter cet instrument? C'est bon pour le système nerveux. Et dans ce système où tout le monde est surchargé, où tout va toujours trop vite, c'est quelque chose qui m'apporte de la tranquillité. Ça me permet de lâcher prise et de me reconnecter avec moi-même. Je suis ravi d'être passé par ici parce qu'après le côté très volcanique, très dramatique où j'ai commencé ce voyage, ici j'ai trouvé une forme de paix, de calme qui est vraiment magnifique, quoi. Oui. Et pour moi, cette baie, cet océan, c'est comme une encre. C'est ici, dans cette baie, que je me sens le plus en harmonie avec moi-même. Et oui, il y a quelque chose de magique ici. J'aime bien que tu emploies l'image de l'encre parce que les gens que je rencontre ici sont très ancrés, justement. Et je trouve que vous êtes vraiment des gens, des forces tranquilles, très calmes et en même temps très solides. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, on essaie de voir s'il y a encore des baleines. Oui, faisons ça. C'est ce que vous connaissez du chant de la baleine, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment incroyable, c'est que lorsqu'une baleine chante au Canada, on peut l'entendre en France. Parce que la fréquence du son est basse et survit longtemps dans l'eau. Valérie est française. Elle étudie les baleines pour l'Institut de recherche marine islandais. Aujourd'hui, elle intervient dans l'école de son fils. La baleine bleue, le rorqual boréal, le grand rorqual, le rorqual commun, la baleine à bosse, le cachalot et celle que je n'arrive pas à prononcer en islandais. Une fois, j'étais sur un bateau à Húsavík avec ma famille pour voir des baleines. Au début, je les ai trouvées effrayantes. Mais ensuite, j'ai vu leur beauté. Tu peux prendre ça? Vas-y, marche. Et là, c'est la taille de la plus petite des baleines. Et ça? Toute la corde
C'est la taille du rorqual commun de plus de 22 mètres. Aussi grande qu'un immeuble de 6 étages ou de 2 bus. Ça, c'est une dent de cachalot. C'est une vertèbre, c'est un os de la colonne vertébrale. Je suis tellement impressionnée par les baleines. J'espère qu'il va en rester beaucoup sur la planète. Je leur souhaite bonne chance. Je vais te transformer en rhinocéros. Comme tous les organismes marins, les baleines, les poissons et tous les autres micro-organismes, le réchauffement climatique, la pression anthropologique impactent leur vie et leur survie. La différence, c'est que les baleines sont les plus gros individus de l'océan, donc comme elles se trouvent à la fin de cette chaîne alimentaire, elles subissent un plus gros changement. Tout ce qui arrive aux individus plus petits, ça passe par le krill, les petits poissons, les plus gros poissons, et ainsi de suite, jusqu'à perturber leur alimentation. Donc ça entraîne chez eux des changements de route de migration, parce qu'elles ne retrouvent plus les conditions de vie propices à leur développement, à leur reproduction, et ainsi de suite. Valérie s'est installée en Islande il y a 20 ans, à la fin de ses études d'océanographie à Marseille. Aujourd'hui, elle travaille à l'identification des baleines. Et des Valéries, il y en a aussi au Cap-Vert, en Martinique, partout dans tout l'Atlantique Nord. Parmi les photos que je collecte, il y a celles qui nous viennent des touristes qui viennent visiter l'Islande et qui partent faire des tours dans les bateaux d'observation de baleines. Ça nous permet de couvrir une zone plus complète que la zone qu'on couvrirait par nos opérations scientifiques personnelles. Ça nous permet de les identifier et ensuite partager ça à la communauté internationale pour essayer de comprendre comment est-ce que les baleines bougent dans les différentes régions, pourquoi et comment. Toutes les informations qu'on recueille sur une queue de baleine permettent d'identifier la baleine de façon aussi précise qu'une empreinte digitale permet d'identifier un être humain. Donc en fait, le dessous de cette queue de baleine, il est unique. Il est unique parce qu'il répond à une pigmentation qui est spécifique à l'individu. Donc notre façon de travailler, c'est d'estimer la proportion de noir et de blanc sur la queue. On va aussi se baser sur les différentes cicatrices que présente l'animal. C'est-à-dire qu'ici, il y a une ligne noire avec du blanc à l'intérieur. Là, il y a une ligne blanche toute simple. Pour affiner les connaissances sur les migrations des baleines, la science est toujours à la recherche de nouveaux outils. Prête pour aller surfer et collecter des données? Oui. Ces étudiantes chercheuses essayent de développer un projet alliant la pratique du surf et la collecte de données océanographiques, comme la température, le pH, la salinité et la hauteur des vagues. On veut accéder à un plus grand nombre de données dans les endroits reculés où les surfeurs vont déjà, au lieu de lancer des études scientifiques qui coûteraient des millions. C'est une science citoyenne où n'importe qui dans le monde peut récolter des données, les charger sur une base de données et enrichir la connaissance. On a créé cet outil pour mesurer les vagues. C'est une nouvelle approche comparée aux technologies très onéreuses qui existent. Sydney est canadienne. Elle est venue en Islande pour étudier les baleines à bosse. C'est tellement dur de mettre ses chaussons avec les doigts gelés. Toutes ces données océanographiques nous permettent d'assembler un peu plus le puzzle des migrations des baleines à bosse. Par exemple, avec un suivi des températures, on peut chercher à savoir comment elles affectent la migration de leur principale source de nourriture. Tout l'été, les baleines se nourriront ici avant de rejoindre les côtes africaines ou la Caraïbe pour l'hiver, pour se reproduire dans des eaux plus clémentes. Et bien voilà les amis, je quitte la ville d'Húsavík et je laisse derrière moi le nord de l'Islande. Aujourd'hui je prends la route pour aller rejoindre les fjords de l'Ouest. Alors c'est une région un petit peu plus reculée, un petit peu moins visitée que celle où je me trouve, mais qu'on dit très spectaculaire, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais y trouver. J'ai 8 heures de route pour me rendre là-bas et en plus je suis porté par la musique islandaise qui est diffusée par la radio et on sent à quel point cette nature inspire les artistes qui font cette musique parce qu'elle colle parfaitement au paysage.
regardez ce qui vient de surgir devant moi au détour d'un virage. Ce lac gelé, mais qui est absolument magnifique. Et alors, il y a des oiseaux partout ici, des oiseaux migrateurs, des oies notamment. Il y a vraiment une nature et une vie particulièrement riche dans ce pays. Bon, là, il faut que je sois vraiment très vigilant. La météo s'est durcie en 5 minutes. Je suis passé de quelques flocons de neige à la station-service à voilà, vraiment une tempête de neige. Je sens le vent qui pousse sur le côté. On m'avait dit au début de ce voyage qu'ici le temps pouvait changer en 5 minutes. Je me souviens de cette phrase: si tu n'aimes pas la météo qu'il fait, attends 5 minutes. Et bien franchement, là, j'en ai l'illustration. Et voilà, là, il faut vraiment que je sois concentré. Mais bon... c'est quand même vraiment l'aventure et moi j'adore ça quoi, c'est juste génial. Voilà, allez je me reconcentre les amis. Voilà, j'arrive à Thingayri, c'est la fin de cette longue journée de route où je serai passé par des émotions très variées. Et là, je vais aller rencontrer un homme qui s'appelle Wouter, avec sa petite famille. Il est belge et il a décidé de vivre ici, dans les fjords du Nord-Ouest, au bout du monde, alors qu'il était avant à 20 km seulement de Bruxelles. Bonjour, bonjour. Salut Ismaël. Hey Wouter. Bienvenue. Salut, ça va? Oui, comment était la route? Eh bien écoute, c'était une longue route et j'ai eu une tempête de neige dans la deuxième partie du voyage en rentrant dans les fjords de l'Ouest et ça s'est calmé tout de suite dès que je suis arrivé ici près de la ville quoi. Les montagnes nous protègent. Souvent, la tempête ne passe pas au travers. On ne peut donc plus s'échapper du village. Mais je me disais en roulant jusqu'ici que ça devait quand même sacrément te changer de Bruxelles. Parce que toi, tu es belge, t'as grandi pas loin de la capitale. Oui, c'est totalement différent. À l'exception des gens qui vivent ici, qui sont semblables à ceux de mon village natal en Belgique. Mais c'est vrai que parfois Bruxelles me manque, car c'est plus dynamique avec les bars, les festivals. Mais ici, on a les montagnes, la nature, les chevaux. Le choix est vite fait. Et ça sent très très bon là alors. Je cuisine des gaufres belges. Ah bah tiens, c'est original ça, c'est pas cliché déjà. C'est la petite touche belge. Et puis, elles sont devenues célèbres en Islande. Elles sont grosses, mais légères à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Elles sont uniques. Bah moi j'en prendrais bien une de gaufre alors. Bien sûr. La voici. On va la manger en salle. Allez go. Assieds-toi là. On peut s'asseoir là? Ah bah c'est cool, c'est sympa ça. Bonjour, elles sont bonnes les gaufres ici? Ouais, ce sont les meilleures. Vous vivez depuis longtemps dans ce village? Je suis né ici. Et je vais bientôt fêter mes 80 ans. Comment c'était dans le passé, quand les routes n'étaient pas aussi bonnes? Comment vivaient les gens d'ici? À l'époque, il n'y avait pas de route. Le seul moyen de se déplacer était par bateau. Plus tard, on a construit des routes, puis des routes de montagne. Et enfin, il y a eu des tunnels en 1986. C'est devenu plus facile. Donc ça veut dire que c'était quand même extrêmement enclavé. Oui, c'était enclavé et assez inaccessible. Mais à l'époque, le village était bien plus grand. Il y avait plus de commerces, un hôpital, un médecin. Mais avec les routes, de nombreux services ont quitté la ville. Eh oui, il n'y a plus les mêmes besoins, forcément. Mais alors, j'imagine que quand Wouter est arrivé et qu'il a ouvert un café ici, ça a dû vous faire plaisir, ça a dû ramener beaucoup de vie dans le village. Oui. Après que le café est ouvert, les touristes sont arrivés. Avant, le village ne vivait que de la pêche. Et toi, tu as contribué à tout ça, alors? Ça n'a jamais été mon objectif. C'est arrivé, c'est tout.
Le village de Drangsnes, c'est 65 habitants dans les fjords de l'Ouest. Ala y a grandi et c'est là qu'elle vit avec sa famille. Elle est institutrice. Aujourd'hui, vous allez étudier l'islandais ou les mathématiques? Les maths. Le choix de vie d'Ala implique qu'elle fait la classe aux 7 enfants de la communauté jusqu'à leurs 16 ans, dans l'école de son enfance. Ici, derrière les portes, c'est notre chapelle. On célèbre toujours la messe, les enterrements et les confirmations. Il faut ouvrir les panneaux et passer derrière. Et le pasteur se tient ici pour dire la messe. L'école devient une église. Les Islandais sont principalement protestants luthériens. Mais il y a longtemps, on était païens. Alors il nous reste des traditions. Par exemple, ma sœur s'appelle Freyja, c'est la déesse de la fécondité. Bonjour. Il y a juste 2 exercices à faire. On va commencer par finir celui-là. Le mercredi matin, ils peuvent choisir entre l'islandais ou les maths. C'est important qu'ils choisissent leur planning. Dans cette école, on fait beaucoup de démocratie. Ici, on a des réunions où on tient compte des opinions et de l'avis des enfants. Dans cette école et plus généralement dans les écoles en Islande. Ils peuvent écouter de la musique seulement quand ils font leurs maths. Ça aide parfois, sinon ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone. C'est bien d'être dans une petite école. On a plus de temps pour apprendre. Mais ça serait bien si on avait plus d'amis. Même si on fait souvent des échanges avec les écoles des villages voisins. Je ne veux pas dire que Kria m'ennuie, mais quand elle est absente, je me retrouve toute seule avec les petits. Il a fini ses maths, maintenant il va pouvoir aller dans la classe d'islandais. Je dois faire de la page 15 à 20? Non, la page 15, puis la page 20. Depuis 7 ans, Marta a choisi de vivre ici pour éduquer sa fille. Avant, elle travaillait dans une radio à Reykjavik, la capitale. J'ai choisi de vivre ici car j'ai grandi dans un petit village. J'apprécie le sentiment de liberté, le fait d'être proche de la nature. En Islande, nous parlons beaucoup du fait que les enfants sont un peu anxieux. Mais je reste persuadée que ce que nous leur proposons reste un bon cadre de vie pour eux. Parfois, quand il fait vraiment très froid, mais c'est trop drôle, on monte tout là-haut et on peut glisser sur la neige jusqu'en bas. C'est trop drôle. Et puis, si on s'amuse, on n'a pas froid. J'ai un peu froid. Tu veux pas faire 2 tours de l'école en courant? En Islande, on élève les enfants dehors petits. On laisse les bébés dormir dehors dans la poussette pendant que les parents vont au café par exemple. Les bébés dorment mieux dehors, ils sentent le vent et entendent les oiseaux. Ça les apaise. En Islande, dès le plus jeune âge, les enfants bravent les éléments. Aujourd'hui, Gita et Friggi embarquent sur le bateau de leur père qui est pêcheur. En ce moment, c'est la saison de la moule bleue. Regarde, on dirait un récif. Laisse-moi voir. J'adore partir en mer avec mon père. Ça me fait m'évader du téléphone, rester en liberté.
On ramasse les moules pour le repas de ce soir. Moi, je préfère quand on va pêcher le cabillaud ou l'aigle fin. Il y a plus de challenge. Je ne suis pas fan des moules. Mes enfants sont bien en mer. Parfois, ma femme vient avec nous aussi. C'est bien pour eux, ça les fait grandir. Ça leur apprend à travailler pour leur vie d'adulte. Allez, on rentre à la maison. Et voilà les gars. Ah, mais ils sont beaux ces chevaux, j'adore, c'est trop beau. Et moi je vais prendre laquelle alors pour partir en... Tu vas prendre Visca, elle est super. Très belle couleur, tiens, tu peux tenir ça. Ils sont tout petits ces chevaux, hein. Oui, mais ce ne sont pas des poneys. Ah. C'est étonnant cette sensation d'être sur un tout petit cheval comme ça. C'est génial. Et dis-moi, Wouter, comment ces chevaux sont arrivés en Islande? Ils étaient là avant que les Vikings viennent s'installer ici? Oh non, les Vikings sont arrivés avec leurs chevaux. Et je pense qu'ils étaient tout petits pour pouvoir rentrer sur le bateau. Non, en réalité, je pense qu'à l'époque, ils avaient déjà cette forme-là. Ils ont évolué et se sont adaptés à travers les siècles pour survivre dans un environnement aussi rude. Et cet aspect physique reflète bien leur état d'esprit. Ils sont très indépendants. Ils n'ont pas besoin de nous pour survivre ici. Eh oui, c'est ça. C'est des chevaux en semi-liberté alors. Je te propose de traverser la rivière. C'est parti! Quelle est la température de l'eau à ton avis? Quelques degrés. Quelques degrés, d'accord. Pas beaucoup. On sent qu'ils aiment ça, hein? Ah, quel bonheur d'être là. C'est encore un pas de franchi dans l'immersion dans la nature islandaise. C'est extraordinaire comme on se sent libre sur ces chevaux, Wouter. Oui, et en Islande, tu peux vraiment te balader où tu veux, car toutes les terres sont publiquement accessibles. Ça veut dire que moi, si j'ai un champ par exemple, je dois laisser un passage, un portail pour que les gens puissent marcher dans mon champ? Oui, exactement. Ah oui, ça en dit long sur la mentalité des gens d'ici quand même, non? Tu trouves que ça illustre bien cette mentalité? Tout à fait. Je dirais que pour les Islandais, la terre c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Il n'y a pas de barrière. Tu me diras pourquoi mettre des règles trop contraignantes quand tu as autant d'espace pour seulement 360 000 habitants? Ouais, c'est les règles de la nature. Ouais. Et cet endroit est spécial car avec ces montagnes, on le compare un peu aux Alpes. On les appelle le fjord des Alpes de l'Ouest. D'accord. Et là, on arrive près des cabanes de séchage d'un de mes amis. On va faire une petite pause. Ouais. Merci ma belle. Ça sent fort le poisson quand même, hein? Ça sèche depuis plusieurs semaines, donc ils sont sûrement bons maintenant. Waouh! Ah dis donc, c'est impressionnant cet endroit. Et c'est quel type de poisson alors? C'est du loup de mer. C'est du pur filet de poisson. Tu les plonges dans de l'eau salée et tu les laisses sécher pendant 5 semaines.
C'est le seul moyen, ou en tout cas un des moyens de conserver ta nourriture pendant l'hiver. Soit tu la sèches, soit tu la fumes, soit tu la mets dans de la saumure. Parce qu'il faut bien survivre en hiver, d'octobre à mai, tu sais. Et cette méthode de séchage en Islande, elle est toujours très utilisée. Enfin, c'est une méthode traditionnelle, mais ça a encore cours aujourd'hui. Oui, et c'est ce qui en fait un mets précieux. Ça reste assez cher comme nourriture, mais beaucoup d'Islandais adorent ça. Pour nous, c'est comme manger des chips. Je vais en prendre un et on va le manger sur la plage. Et on va prendre une pierre pour en casser un morceau. Ah oui, c'est très dur, hein. Je suis curieux de voir comment est-ce qu'on va manger ça, moi. Tiens, serre-toi. Merci. Mais c'est pas très pratique quand même quand tu dois faire l'apéro, hein. Oh, ils utilisent des machines, ils font ça tout le temps. On dirait un peu du carton, tu vois. Oh. C'est bon, non? C'est génial. C'est vraiment pas mon truc. Au début, j'ai eu du mal moi aussi, parce que le goût est assez fort. Ça c'est vrai, ouais. Et puis une fois que tu t'habitues, c'est une nourriture fantastique. Tu as des enfants, Wouter? 2 enfants, un garçon et une fille. Et j'imagine qu'élever des enfants ici, ça doit quand même être quelque chose de très spécial, non? Ils n'ont pas la même vie qu'ils auraient eu si tu étais resté à Bruxelles. Oui, tu as raison. Et évidemment, je pense qu'aujourd'hui, c'est un privilège de grandir dans un endroit pareil. Les enfants peuvent rester de vrais enfants. Il n'y a aucun danger ici. Pas de criminalité, ils grandissent à leur rythme. Et les gens vivent de façon très traditionnelle. Et c'est ce qui est magnifique. C'est une belle vie simple. Bon, en parlant de petites choses simples, ça me plaît beaucoup, mais ça, je crois que j'aurais beaucoup de mal à m'y faire quand même. T'en reprends un peu? Ouais, je veux bien. Allez, c'est pour toi, ça me fait plaisir. Tu peux tout finir. Moi, je vais m'arrêter là. Parfait. Les gars, on va faire un rapide check pour s'inquiéter de la qualité de la neige avant que l'on s'aventure sur un terrain d'avalanche. Oups. Avant de faire le test, on va regarder s'il n'y a rien en dessous. Pas de pierre. On a environ 1,80 m de neige. Thiago est américain. Il voyage dans le monde entier pour partager ses connaissances en sciences de la neige. Aujourd'hui, il anime des cours de prévention avalanche pour les amateurs de montagne et de sensations. On va préparer une zone pour tester les couches de neige, pour voir s'il y en a qui sont instables. On voit dans les journaux en Suisse et un peu partout que des gens ont créé une avalanche sur leur passage. Je suis débutante, mais jour après jour, j'acquiers les connaissances que je convoite pour me sentir plus en sécurité lorsque je fais du hors-piste. Je veux ressentir plus de liberté et de fun. Pourquoi je travaille sur les avalanches et la lecture de la neige? Pas parce que je suis fasciné par les avalanches, mais juste parce que je ne veux pas qu'elles tuent mes amis, mes élèves ou moi. Je veux skier. J'ai grandi dans les Caraïbes sur l'île de Porto Rico. Je surfais et ça ne m'a pas pris longtemps à apprendre à skier. En Islande, les avalanches sont parmi les premières causes de secours en montagne. Le village de Flatterey a été dévasté par plusieurs avalanches.
La plus ancienne librairie d'Islande, celle de l'arrière-grand-père de Heitor, y a survécu. Des caramels au réglisse. 120 grammes de caramel. En 1995, on a été touché par une grosse avalanche. Elle a détruit beaucoup de maisons et tué 20 personnes. Elle a changé le cours de la vie du village et des habitants. Toutes les maisons récentes ont été détruites et les gens sont partis. Mais les anciennes maisons, comme la librairie, sont restées intactes. Car à l'époque, les gens construisaient le plus loin possible de la montagne par crainte des avalanches. Après 1995, j'ai décidé de devenir secouriste spécialisé dans les avalanches. En Islande, le secours est exclusivement une affaire de volontaires. Chaque village a son équipe formée à tous les éléments. Salut. On va aller faire une simulation avalanche. On prend les pelles et les piquets. Ils doivent être à même d'intervenir en mer ou en montagne. On a un pêcheur, une infirmière, un étudiant. On vient tous de différents secteurs. En Islande, on n'a pas d'armée. S'il y a une catastrophe, on ne peut pas les appeler. C'est pour ça qu'on a ces équipes de secours volontaires. On ne peut compter que sur nous-mêmes. On est si isolés ici. On est loin de tout. Vous voyez les lignes grises sur la montagne? Tout ça, c'est des avalanches. L'un derrière l'autre. On se baisse et on creuse. C'est la technique qu'on utilise pour enlever un maximum de neige et trouver les victimes. Quand les choses finissent bien, c'est une belle récompense. Trouver une personne en vie sous une avalanche, c'est un sentiment unique. Le soleil est de retour sur les fjords de l'Ouest et sincèrement les amis c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui je vais devoir me jeter dans une eau à 2 degrés. Alors je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisse la surprise, mais juste un petit indice, ça va me permettre de déguster une spécialité locale. Tu as vu la neige qui tombe ici? Bonjour. Bonjour, ça va? Simbi? Yes. Salut, je suis Ismaël, enchanté. Quand tu m'as dit de venir te chercher au travail, Simbi, je ne m'attendais pas à te trouver dans une pièce comme ça, parce que moi je suis venu voir l'homme qui doit m'emmener plonger et pêcher dans les fjords. Oui, je suis bien pêcheur professionnel. Mais ici, c'est mon travail principal. Ces caméras filment en temps réel toutes les grandes routes d'Islande. On s'assure que ces routes soient praticables. Je te confirme que les routes peuvent être très difficiles parce que j'ai dû affronter une tempête de neige il y a 2 jours qui était complètement inattendue et pourtant on est au printemps. Oui, pendant l'hiver, quand il y a beaucoup de neige, plus de 2000 personnes nous appellent chaque jour. Donc vous êtes un peu les anges gardiens des automobilistes sur les routes islandaises alors? Oui, on peut dire ça. Allez, je t'emmène plonger? Allez, on y va. Merci beaucoup. À plus tard les amis, je pars pêcher.
j'adore notre look, moi, Simbi. Hein. On dirait deux commandos de marine qui partent en mission, là. Oui, c'est ça. Il t'arrive d'aller plonger dans des climats extrêmes parce que j'imagine qu'en hiver, par exemple, tu n'interromps pas ton activité à cause de la météo. J'y vais presque toujours, peu importe les conditions météo. S'il y a du mauvais temps, j'y vais. Je dois satisfaire mes clients. Les restaurants pour lesquels je travaille ont toujours besoin des coquilles Saint-Jacques, des oursins et des pétoncles que je pêche. Je fournis des restaurants partout dans le monde. Ah oui, d'accord. Comment te sens-tu avant de plonger? Franchement, j'ai un petit peu d'appréhension quand même parce que j'ai jamais plongé avec une combinaison sèche. Ces combinaisons qu'on met dans les eaux froides, j'ai jamais plongé dans de l'eau froide comme ça. Parfois, on peut observer des phoques. Tu te retournes et juste derrière toi, les phoques te suivent. Et voilà. Ah, c'est magnifique ici pour plonger. Oh oui, c'est une bonne journée aujourd'hui. Et toi alors, cet univers-là, cette nature, c'est ici que tu te sens bien? Mes meilleurs moments sont ici. Ça me rend vraiment heureux d'être près de ces côtes, dans ces fjords. Mais je suis encore plus heureux quand je suis dans l'eau. J'aime vraiment être ici. Avec toi. Merci. Tu es en bonne condition? En bonne santé? Tu es fort? Ça t'aidera. C'est parti. Ok. Oui, prêt pour la mission. Et toi, prêt? Moi, je suis prêt pour la mission, ouais. C'est trop bien. Oh, le bonheur. On est de retour. Tu l'as fait. Super, Sydney. C'est pas mal tout ce qu'on a pris là. Hein. Je suis impressionné par ce que tu fais. Nous on a plongé à peine une demi-heure et je suis très fatigué là. Avec l'entraînement, on y arrive. Si tu prends soin de ton corps, alors c'est plus facile. Je suis impressionné parce qu'on a partout, le fond de l'eau est tellement riche, même à 2 mètres, 3 mètres de profondeur. On voyait des coquillages absolument partout. Il y a des minéraux dans l'eau qui rendent ces coquillages délicieux. Tout ce qui vit ici est vraiment pur et sain. Ouais. Et puis tu as un calme sous l'eau qui est à l'image de ton calme sur Terre. Très surpris par les gens depuis que je suis arrivé en Islande. Vous êtes très très calme, mais je comprends maintenant. C'est le seul moyen de vivre serein dans un environnement aussi extrême où tu maîtrises aussi peu de choses. Alors comment on va manger ça, Simbi? Pour commencer, on va ouvrir une coquille Saint-Jacques. Okay.
Elles sont bien fraîches. On vient de les pêcher il y a quelques minutes. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est très frais. Tu veux que je coupe le citron? Ok. C'est génial, c'est tout simple. Ah, c'est magnifique. Et un peu de soja. Tu es prêt à goûter? Eh ben écoute, oui, je suis prêt. À la tienne. Cheers. Ah ouais, tu fais vraiment comme ça. Il faut avoir une grande bouche. Qu'est-ce que c'est bon. Le mélange wasabi, citron, coriandre et ensuite ce coquillage un peu élastique et très très frais. Ça fait une explosion en bouche qui est vraiment formidable, quoi. Quand je vais pêcher avec mes amis, je prépare toujours les coquilles Saint-Jacques comme ça. Tout le monde aime ma recette. Ouais, puis de vivre ça ici, dans ce décor des fjords de l'Ouest, c'est un moment unique. Enfin, d'ailleurs, on est vraiment seul au monde, il n'y a que nous ici. C'est magique. Merci beaucoup. Hein. C'est un plaisir. Tu es un très bon plongeur. Mathieu vit à Ísafjörður dans les fjords de l'Ouest. Comme une cinquantaine d'étudiants, ce Français s'est installé ici pour suivre un master en gestion côtière. Donc là on arrive au premier stop de la livraison. Donc là il faut faire assez vite pour faire toutes les livraisons de pain, de pâtisserie. Hi, hi. Donc là c'est comme ça tous les matins. On prépare les commandes pour les différentes boutiques, les hôpitaux, les écoles. Et ensuite je fais les livraisons tous les matins avant les cours. Donc il faut que je termine assez rapidement. Les Westfjords, c'est une région qui fait la taille de la Lorraine, pour comparer, avec seulement 7000 habitants, dont 2500-3000 habitants ici à Ísafjörður. Et tous les locaux disent que c'est vraiment la région la plus belle, la plus sauvage d'Islande. Et en 8-9 mois ici, j'ai vraiment pu le voir. C'est assez incroyable qu'il y ait une université ici, dans un coin si reculé d'Islande. Les gens sont très attachés à leur territoire ici et ils ne veulent pas le quitter tout simplement. Donc il faut amener les services là où il y a des gens tout simplement. Depuis 2006, l'université d'Ísafjörður a donc ouvert ses portes. Bienvenue dans cette classe. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu, je suis français. J'ai une formation en biologie et en agriculture. Super. À toi? Je viens des Pays-Bas et je suis ce cursus car je m'intéresse à l'impact du tourisme sur les régions reculées comme l'Antarctique ou le Svalbard par exemple. Bonjour tout le monde, je m'appelle Angelica, je viens d'Espagne. Un détail drôle sur moi est que depuis que je suis là, j'ai passé mon permis dameuse. C'est inattendu ça. Même leurs professeurs traversent les frontières. Pat est canadien. Il travaille sur le développement d'un tourisme durable dans les petites communautés. Comme ici, un village de pêcheurs en train de devenir une étape touristique pour les bateaux de croisière. Qu'est-ce que le tourisme? Qu'est-ce que ça apporte? Ce cours pousse les étudiants à se pencher dessus avec un regard critique. Parfois, lorsque le tourisme arrive pour sauver une communauté qui reposait sur des industries traditionnelles, il crée une nouvelle dépendance. Là, on veut penser de manière durable, au sens large, et le tourisme doit faire partie de l'équation. Si on est dans une communauté de pêcheurs, comment la pêche et le tourisme peuvent cohabiter? Pas d'autres questions? Ok.
Qu'est-ce que tu vas faire ces 2 prochaines semaines? Bosser sur ma thèse et faire une demande de bourse. Je viens des Bahamas. Je suis venue étudier en Islande car j'avais envie d'aventure. Ça n'a rien à voir avec les tropiques. Pendant l'hiver, en Islande, on nous encourage à utiliser une lampe UV qui se substitue au soleil pour être heureux. Honnêtement, j'ai passé tout l'hiver avec ma lampe face à moi en classe. C'était très drôle. Ce qui m'a le plus étonnée ici, c'est les montagnes. Comme elles sont grandes et hautes. À leurs pieds, je me sens toute petite. Mais quand je grimpe en haut, j'ai l'impression d'être sur le sommet du monde, comme une star. C'est étrange. Ici, tous les étudiants, comme Risha, travaillent dans les commerces de la ville. En Islande, le coût de la vie est élevé, parmi les plus chers d'Europe. Et la communauté, victime de l'exode rural, a besoin de main-d'œuvre. Je recommande le roulé à la cannelle. C'est celui-là? J'en prends un. L'arrivée de l'université a transformé le quotidien des habitants. Ce café n'aurait pas ouvert sans les étudiants. L'université a amené un dynamisme qu'il n'y a pas ailleurs, sauf à Reykjavik, la capitale. Les étudiants viennent du monde entier, donc on apprend de leur multiculturalisme, l'humour, l'argot, les programmes télé, la politique, l'économie, toutes ces choses qu'on n'a pas forcément dans un petit village de pêcheurs. Et bien voilà les amis, c'est ici que se terminent mes échappées belles en Islande et pour tout vous dire, je suis assez triste de partir parce que sincèrement j'ai adoré ce voyage et j'ai vraiment adoré ce pays. J'ai ressenti ici quelque chose de très précieux, une sensation de liberté rare, notamment en roulant sur ces routes interminables bordées par ces paysages et ces décors face auxquels on se sent si petit. Vous savez, c'est un peu comme dans les films américains, ces road movies qui se passent dans les grands paysages de l'Ouest et je crois que c'est cette nature spectaculaire et accessible qui rend un voyage ici aussi épique, aussi émouvant et vraiment unique. Le sable noir, les roches volcaniques, les montagnes, la neige, l'océan et puis cet air frais qui descend des sommets. Après 10 jours en immersion dans ces éléments, j'ai aussi mieux compris l'amour que portent ceux que j'ai rencontrés à leur pays et à cette nature dans laquelle ils ont grandi pour la plupart. Il faut bien cet amour pour tenir dans des régions aussi reculées et aussi extrêmes au niveau climatique. Pour ma part, j'ai vraiment été marqué par cette sensation de solitude enthousiasmante. Il y a des moments où je me suis senti seul au monde, mais à chaque fois, j'étais enivré par autant de beauté et par ces décors qui m'ont complètement empli. Bon les amis, cette fois-ci, il est vraiment temps de partir. Si les grands espaces de l'Islande vous manquent, vous le savez, il y a le replay pour revivre mes échappées belles. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures au bout du monde ou juste à côté de chez vous. Je vous laisse avec le paysage. À bientôt!